Alors, on va faire la suite. Donc, après le cours concernant la partie, bon, on a fait deux parties qui sont très importantes. Donc, la première partie concernant l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Et la deuxième partie, ça concerne principalement le mapping objet relationnel, notamment comment utiliser la spécification GPA avec l'implémentation Hibernate. Et également comment utiliser Spring Data, notamment pour gérer tout ce qui est l'accès aux bases de données. Et vous avez sans doute constaté que le principe de l'inversion de contrôle, principalement basé sur Spring, permet de faciliter beaucoup le travail, en tout cas pour développer des applications de qualité, c'est-à-dire des applications d'entreprise. Alors donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc ça concerne le développement web J2E. Alors, comment développer des applications web en utilisant l'architecture J2E? La même chose. Bon, avant d'utiliser les frameworks, donc on va d'abord parler des concepts de base. D'abord de la technologie web. Et par la suite, donc, nous allons étudier le framework Spring MVC et comment l'utiliser principalement pour développer les applications web. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire. Alors, d'abord, donc ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, que d'une manière générale, une application se compose de deux parties. Il y a la partie back-end et la partie front-end. Bon, la partie back-end, on va dire, c'est les traitements côté serveur. Alors souvent, pour développer la partie back-end, bon, vous avez recours à utiliser des frameworks basés sur la technologie PHP ou bien J2E, .NET, Node.js. Donc, il faut utiliser des technologies côté serveur. J'avais également dit que parfois dans les grands projets, quand il y a des projets de grande envergure, parfois on peut utiliser plusieurs technologies. C'est-à-dire on peut découper le projet en plusieurs parties. Chaque partie du projet, on peut la développer avec une technologie qui est différente. Donc la partie back-end, c'est un ensemble de services qui permettent d'implémenter la logique métier de l'application. Alors, après il y a la partie front-end, donc généralement, dans laquelle on développe soit des applications web, soit des applications mobiles, ou parfois des applications desktop. Alors, généralement, quand vous développez des applications web, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre et maîtriser en quelque sorte, c'est le protocole HTTP. Donc, le protocole HTTP, c'est le protocole qui permet à un navigateur web, à une application, de communiquer avec une autre application en échangeant des requêtes et des réponses HTTP. Alors, donc, avant de vous parler des petits rappels, parce que je crois que vous avez déjà vu en quelque sorte une partie sur, le cours sur HTTP, vous l'avez déjà évoqué. Donc, il y a un certain nombre de points qui sont très importants que je vais vous rappeler. Avant de vous rappeler ça, donc voilà une idée sur l'architecture d'une application, donc une application J2E d'une manière générale. Donc nous avons dit que d'une manière générale que dans une application, souvent vous aurez besoin d'un système de gestion de base de données. Bon, ça peut être un système de gestion de base de données relationnel, comme ça peut être un SGBD non relationnel, peu importe. L'essentiel, il nous faut des systèmes de gestion de base de données qui permettent de stocker toutes les données, toutes les informations géré par les applications. Alors ensuite, l'application est déployée dans un serveur d'application. Donc j'avais déjà dit, en fait, le terme serveur d'application, ça signifie deux choses généralement. Ça signifie d'abord un serveur web, un conteneur web, mais également ça signifie qu'il y a un framework derrière qui permet de faire l'inversion de contrôle. Par exemple, si on utilise par exemple la technologie Spring, on va dire que notre serveur d'application, c'est quoi? C'est Tomcat qui est le conteneur web, le serveur web, plus Spring. Alors si vous prenez Tomcat comme conteneur web, d'ailleurs ce que nous allons détailler tout à l'heure, et vous lui ajoutez un framework qui permet de faire l'inversion de contrôle, vous pouvez dire que ça c'est ce qu'on appelle un serveur d'application. Après on aura le détail comment on va faire la différence entre un serveur web, un conteneur web et un serveur d'application. Ça c'est des questions auxquelles il faut toujours, c'est le genre de questions qu'il faut toujours poser à un moment donné. Bon, l'application se compose de plusieurs couches, donc pour plein de raisons. Nous avons dit qu'il ne faut jamais mélanger la logique métier avec la logique présentation. Alors c'est pour cela qu'il faudrait séparer les couches.
Donc, il faut écrire le code métier dans une couche à part, c'est ce qu'on appelle la couche métier. Et après, tout le reste, les aspects techniques de l'application, il faut les créer dans d'autres couches. Alors, généralement, au niveau de la couche métier, souvent vous utilisez l'approche orientée objet. Donc, ça veut dire que vous aurez besoin d'utiliser, en fait, de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors, c'est-à-dire, si le système de gestion de base de données utilisé est relationnel, donc vous avez besoin de faire le mapping objet relationnel. Alors, pour faire ce mapping objet relationnel, vous utilisez un framework généralement technique, parce que ça c'est un aspect technique. Ça ne sert à rien de perdre le temps de développer, c'est-à-dire de réinventer la roue pour tout ce qui est les techniques d'accès aux données. C'est quelque chose qui est déjà résolu avec des frameworks. Alors dans notre cas, nous avons étudié principalement que dans J2E, il y a une spécification, une spec qui s'appelle GPA, qui est une API de persistance. Et cette spécification GPA possède plusieurs implémentations. Alors parmi les implémentations les plus connues, il y a Hibernate. Et si vous voulez encore faciliter le développement d'applications, donc si vous utilisez Spring Data, donc vous avez vu qu'avec Spring Data, on peut encore faciliter beaucoup le mapping objet relationnel. Et quand je parle mapping objet relationnel, on peut faire la même chose pour le mapping objet, par exemple, document. Par exemple, si vous utilisez un SGBD non SQL comme MongoDB, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser GPA. Donc, il faut juste noter que GPA, c'est pour le mapping objet relationnel. Alors, quand vous êtes dans des SGBD non SQL, donc c'est un peu le rôle de Spring Data. Avec Spring Data, que ce soit une base de données relationnelle ou bien un SGBD orienté, par exemple, non SQL. Donc, principalement, c'est les mêmes techniques que vous utilisez. Donc, c'est-à-dire, Spring Data, il peut bien utiliser GPA comme il peut fournir ses propres implémentations pour tout ce qui est donc l'accès aux données. Alors donc la couche DAO, donc elle est faite pour ça, donc pour tout ce qui est l'accès aux données. Mais après par la suite vous avez besoin donc de développer l'application web. Alors pour développer l'application web, donc il faut créer la couche web. Alors dans la couche web, donc généralement il y a deux types d'approches pour développer les applications web. Il y a ce qu'on appelle l'application web dans le rendu côté serveur et des applications web avec le rendu côté client, côté navigateur. C'est-à-dire le code HTML, est-ce que vous le générez à partir du serveur ou bien vous le générez côté client? Alors généralement, quand vous faites des applications web rendues côté serveur, alors ce qui se passe généralement, c'est que vous envoyez une requête HTTP par le navigateur vers le serveur. Bon, cette requête, il arrive à la couche web. C'est un peu l'objectif du cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette couche web? La couche web, il va faire des traitements, il va récupérer des résultats. Et après ces résultats-là, on va essayer de donc, les envoyer au client, mais au format HTML. C'est-à-dire que le code HTML, il est généré côté serveur. Alors, dans ce cas-là, si vous générez le code HTML côté serveur, on dit qu'on utilise l'approche rendu côté serveur ou bien tout simplement parfois MVC côté serveur, parce qu'on peut parler de MVC côté client, mais comme on n'utilise pas toujours le pattern MVC, donc je préfère plutôt utiliser donc le terme le rendu côté serveur ou bien rendu côté client. On peut bien utiliser MVC côté serveur, mais côté client, on peut utiliser MVC comme on peut utiliser MVVM. Donc il y a d'autres patterns qui sont utilisés donc, pour en tout cas les applications. Alors si vous utilisez donc l'approche MVC côté client, bon, ça veut dire qu'on aura besoin dans la couche web donc, de créer des web services, principalement ce qu'on appelle les web services RESTful, les API REST. Ben, le rôle c'est quoi de ces web services? C'est que j'envoie une requête HTTP vers le web service va faire des traitements, il récupère des résultats, mais quand il récupère les résultats, il ne va pas les envoyer au client en format HTML, mais il va les sérialiser en format généralement JSON, XML, il y a d'autres formats de données. Et après, c'est le client qui devrait décider qu'est-ce qu'il va faire avec ces données. Bon, si c'est une application mobile, bon, on va les afficher dans les interfaces de l'application mobile. Si c'est une application web, il nous faut un framework comme Angular ou bien React.js qui va prendre ces données-là, format JSON, et les formater en HTML. Si c'est une application JavaFX, il faut récupérer ces données JSON et les formater dans des interfaces JavaFX.
Si c'est une application n'importe laquelle, ben, tout simplement, parfois on peut récupérer les données et après on peut les traiter, on peut les stocker encore dans une autre base de données. Donc c'est-à-dire que le fait de générer des données côté serveur en format XML ou bien en format JSON, ça ouvre les possibilités de l'application. Donc c'est-à-dire que votre back-end, il peut être exploité par plusieurs types d'applications, web, mobile, desktop, etc. N'est-ce pas? Alors ça, c'est en fait c'est des sujets sur lesquels on va essayer de parler aujourd'hui. Alors pour le reste de l'architecture, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, donc il y aura les systèmes distribués, les middleware, etc. Donc ça, on aura l'occasion donc de parler de tout ce qui est RMI, GMS, IMQP, etc. Donc alors tout ça, mais il faut juste noter une chose, c'est que si vous voulez que votre application, vous voulez faciliter le développement de votre application, il faut utiliser un framework qui fait l'inversion de contrôle. Alors je vous rappelle que par exemple Spring, c'est un framework qui fait l'inversion de contrôle. L'idée c'est quoi? C'est de permettre aux développeurs de se concentrer au maximum sur le code métier. Alors que le framework, il va vous aider, il va vous faciliter l'utilisation des couches techniques, c'est-à-dire tout ce qui est le code technique, la sécurité, par exemple, l'accès aux données, tout ce qui concerne la gestion des transactions, et plein d'autres choses. Ben, le framework, il permet d'intégrer facilement les fonctionnalités via le principe de l'inversion de contrôle. Pourquoi on l'appelle l'inversion de contrôle? Parce que tout simplement, on a d'ailleurs vu que c'est Spring ce n'est plus moi qui va créer mes objets. Moi, je crée des classes. C'est Spring qui va instancier les classes, n'est-ce pas? Donc, c'est Spring qui va faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Et comme c'est Spring qui va créer les objets, c'est lui qui va gérer la mémoire. Donc, ça veut dire que c'est Spring qui va contrôler les objets. Pour moi. C'est-à-dire, Spring va contrôler les objets pour mon application. C'est pour cela qu'on l'appelle l'inversion. C'est inversion de contrôle. Ce n'est pas moi qui va contrôler les objets, mais plutôt c'est Spring qui va les contrôler pour moi. Donc ça, c'est l'idée de base juste du terme inversion de contrôle. Alors, maintenant, maintenant on est dans le cas, maintenant, on va s'intéresser à cette partie-là. C'est la couche web. Sachant qu'on a déjà une idée comment faire comment créer la couche DAO, principalement comment faire le mapping objet relationnel. Alors, au niveau de la couche web, donc pour développer des applications web J2E, donc vous disposez principalement de base de deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle servlet et JSP. JSP, ça veut dire Java Server Pages. Alors, je vais d'abord vous parler de JSP, servlet, etc. Donc, c'est quoi la différence? Comment mettre en œuvre une application basée sur servlet JSP? Et après, par la suite, donc, vous allez voir, en quelque sorte, que la même chose, généralement, vous n'aurez plus besoin d'utiliser ni JSP ni servlet. Pourquoi? Parce qu'il y a un framework que vous allez utiliser comme Spring MVC, qui a fait déjà ce travail. Mais vous savez que pour quelqu'un qui fait de l'ingénierie logicielle, souvent, avant de commencer à utiliser les frameworks, il faut d'abord avoir la maîtrise de l'architecture. Alors pour cela, il faut d'abord commencer par le protocole HTTP. Donc on ne peut jamais maîtriser, c'est-à-dire les applications d'une manière générale, si on n'a pas une connaissance assez profonde et assez claire au niveau du protocole HTTP. Donc je vous rappelle que HTTP c'est quoi? D'abord c'est Hypertext Transfer Protocol. C'est un protocole qui permet à un navigateur web, un client, de récupérer des documents à partir d'un serveur, ce qu'on appelle un serveur web. Alors ces documents peuvent être soit des documents statiques, comme par exemple des fichiers HTML, PDF, des images, c'est des ressources statiques, hein, c'est-à-dire dont le contenu ne change pas. Comme ça peut être des ressources dynamiques, c'est-à-dire qui correspondent souvent à des scripts PHP, à des servlets ou bien des scripts JSP, qui vont s'exécuter côté serveur. C'est-à-dire qu'ils vont déclencher des traitements côté serveur, et après, par la suite, on envoie au client la réponse, bien sûr, fournie par ces scripts. Alors, c'est un protocole également qui permet de soumissionner les formulaires parce qu'il permet à une application n'importe laquelle d'envoyer, de saisir des données dans des formulaires, principalement dans les applications web, et de les poster vers le serveur. Alors, le fonctionnement, il est très simple. Donc, je vous rappelle,
Le protocole HTTP, pour chaque interaction entre le client et le serveur, se fait en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord le client établit le navigateur web, si vous voulez. Quand je parle client, c'est-à-dire le client HTTP. Le client HTTP se connecte d'abord vers le serveur. Alors maintenant, le terme se connecter, ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un terme que vous utilisez beaucoup, n'est-ce pas? Mais après, quand on pose la question, parfois même des ingénieurs qui ont terminé leurs études académiques, quand on leur pose la question dans des entretiens, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi se connecter? Une session. Alors vous voyez, donc vous créez une session. D'autres réponses? Établir une connexion, ça veut dire quoi? Envoyer une requête. Voilà la deuxième réponse. Une autre réponse? Une socket. J'ai entendu là une socket. Quoi d'autre? Bon. Alors, si vous cherchez à poser cette question-là, généralement, ben, vous allez découvrir une chose, c'est que, en fait, les gens, ils font, c'est-à-dire, ils ont un mélange ou bien une confusion. Ils ne savent pas c'est quoi la différence entre établir une connexion, envoyer une requête, ouvrir une session et s'authentifier. Parfois, le terme s'authentifier, n'est-ce pas? Alors, quand vous posez la question, c'est quoi se connecter? Ben après, quand on a des réponses comme ça veut dire qu'on a du mal à faire la différence. Alors qu'il y a une grande différence entre la connexion, établir la connexion, avec la requête, c'est différent de la session et c'est différent de s'authentifier. Alors, c'est pour cela que je vais m'arrêter un petit moment sur ça. Alors, généralement, quand on pose la question, souvent, ça veut dire quoi se connecter? Quand on a du mal à répondre à cette question, souvent on pose une autre question. C'est quoi un serveur? Voilà une deuxième question à laquelle vous dites, mais un serveur, c'est un serveur. Je sais ce que c'est un serveur. Alors, allez-y, donnez-moi des réponses. C'est quoi un serveur? C'est un ordinateur, c'est une machine. C'est qui offre des services, etc. Quoi d'autre? Qui répond à des requêtes. Alors vous voyez, donc toutes les réponses que vous disiez, elles ne sont pas fausses, mais en même temps, ils ne sont pas correctes. Alors, d'abord, une chose qui est très importante, c'est que quand on parle d'un serveur, un serveur, ce n'est pas une machine, c'est une application. Alors, la première des choses à corriger. Un serveur n'est pas un ordinateur, ce n'est pas une machine, c'est une application. Alors pourquoi? Parce que dans n'importe quel ordinateur, dans n'importe quelle machine, vous pouvez démarrer plusieurs serveurs. On est bien d'accord? Un serveur web, un serveur de base de données, un serveur de messagerie, un serveur, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Vous prenez n'importe quel ordinateur, même votre téléphone. Dans votre téléphone, vous pouvez démarrer des serveur. Donc le terme serveur, il ne faut jamais l'associer à machine, serveur, c'est-à-dire en termes physiques. Donc un serveur, c'est une application. Mais c'est une application, qu'est-ce qu'il a par rapport, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres applications? Alors pour vous dire qu'un serveur, ben, c'est une application qui commence par créer un objet qui s'appelle serveur socket. Alors maintenant, je rentre dans les petits détails techniques. Parce que vous êtes des informaticiens, donc il vaudrait mieux comprendre un serveur comme ça. Parce qu'en fait, si vous le comprenez comme ça, tout va être plus simple après. Donc un serveur, c'est quoi? C'est une application qui démarre un objet de type server socket. Alors server socket, c'est un objet qui fait partie du protocole TCP. Vous savez que pour faire de la programmation réseau, pour qu'une application puisse communiquer avec une autre application via le réseau, ben, il faut utiliser un protocole réseau. Alors pour utiliser le protocole réseau, vous avez deux types de protocoles qui sont souvent utilisés, les OMAD TCP et UDP, n'est-ce pas?
Alors, si vous utilisez TCP, que vous utilisez donc le mode connecté, si vous voulez mettre en place un serveur, ben, il faudrait démarrer un objet, ce qu'on appelle server socket. Alors, en fait, un objet server socket, c'est quoi son rôle? Il ouvre un service d'écoute. Ça veut dire il écoute le réseau, n'est-ce pas? Il ouvre un service d'écoute et attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors pour cela, comme dans la même machine, je peux démarrer plusieurs serveurs, ça veut dire que chaque serveur possède son propre objet server socket, ben, il est clair qu'il faut faire la différence entre ces serveurs. Bon, pour faire la différence entre plusieurs serveurs qui se trouvent dans la même machine, donc on va les identifier par ce qu'on appelle le numéro de port. En fait, le numéro de port, généralement, quand vous êtes dans des applications web, l'objet server socket qui est créé souvent, il utilise par défaut donc le port. En fait, 80, mais ça peut changer, ça peut utiliser un autre port. En fait, l'objet server socket, donc généralement, si vous le démarrez, principalement, il dispose d'une méthode qui s'appelle accept. Alors, c'est la première méthode généralement qui est appelée. Et cette méthode-là, quand il est appelé, qu'est-ce qui se passe? C'est que le serveur attend que le client puisse demander une connexion. Alors, le seul moyen dans les applications réseau qui permettent à un client de se connecter à un serveur, c'est que le client devrait envoyer une demande de connexion à cet objet server socket. Donc, l'objet server socket, c'est lui qui permet de connecter les applications. Alors maintenant, si vous dites qu'un serveur, c'est une application qui commence par démarrer un objet server socket, alors ça veut dire quoi maintenant se connecter? Se connecter, ça veut dire quoi? Techniquement parlant, établir une connexion, ça veut dire que le client va créer une socket. Alors à chaque fois que vous entendez le terme se connecter, en termes, c'est-à-dire informatique, logiciel, ça signifie que vous allez créer une socket. Alors en fait, une socket, quand vous créez à partir de n'importe quelle application, si vous créez une socket, vous lui donnez quoi? Alors pour se connecter à un serveur, vous avez besoin de spécifier l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine où se trouve le serveur, si vous voulez, et le numéro de port. Alors quand vous créez cette socket-là, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez une demande de connexion. Alors ça, c'est le protocole TCP. Donc il envoie une demande de connexion. Cette demande de connexion, il finit par arriver à la machine où se trouve, c'est-à-dire qui est identifiée par cette adresse IP. Mais quand cette demande de connexion arrive à la machine, ben, il y a plusieurs objets server socket qui écoutent, qui scannent le réseau, si vous voulez. Alors quel est l'objet server socket qui va traiter cette demande de connexion? Ben, c'est l'objet server socket qui dispose du port numéro 80. C'est-à-dire je veux me connecter vers une application qui se trouve dans une machine. Bon, l'application, bien sûr, le serveur, il est identifié par le numéro de port. Alors maintenant, à chaque fois qu'un client demande une connexion, ben, l'objet server socket, s'il accepte cette connexion, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, ça vous le savez, c'est que l'objet server socket crée lui-même une socket. Alors cette socket-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations sur la machine sur l'application du client. Principalement l'adresse IP de la machine du client, le port, etc. N'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire quoi? Établir une connexion. Établir une connexion, ça veut dire le client crée une socket et le serveur crée une socket. Les seuls objets qui permettent aux applications de communiquer à travers le réseau, on a des objets socket. Alors en tout cas quand j'utilise TCP. Mais quand on utilise UDP, c'est plus des sockets, c'est ce qu'on appelle les datagrammes. Alors ici donc vous avez le terme se connecter, c'est plutôt, il vaudrait mieux pour vous, vous êtes des ingénieurs logiciels, informaticiens, quand vous parlez, à chaque fois que vous avez le terme se connecter, alors pour vous ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le client, l'application client qui crée une socket qui contient l'adresse IP et le port du serveur, et en même temps, le serveur va créer une socket qui contient l'adresse IP et le port de l'application cliente. Donc, dans tous les protocoles qui sont utilisés, avant de pouvoir envoyer la requête, vous voyez donc si je reviens à vos réponses, est-ce que j'ai envoyé la requête?
Pas encore. Est-ce que j'ai ouvert une session? Pas encore. Est-ce que je parle de l'authentification? Pas encore. Donc, c'est-à-dire que la première étape dans une interaction entre un client et un serveur, c'est d'abord, il faut établir la connexion. Alors maintenant, c'est juste par abus de langage, n'est-ce pas? Parfois, dans les applications, vous avez un bouton se connecter, n'est-ce pas? Alors, dans les applications, se connecter par abus de langage, c'est quoi? C'est s'authentifier, n'est-ce pas? Mais en principe, avant de parler de s'authentifier, on va d'abord terminer cette partie-là. Donc, vous voyez, donc, la première étape du protocole, comme tous les protocoles HTTP, il faut d'abord établir la connexion. Deuxième étape, c'est que le client envoie la requête. Maintenant, une fois que la connexion est établie, on envoie la requête. Mais parfois, la connexion ne passe pas. Quand est-ce que la connexion ne passe pas? Quand il y a un problème réseau, n'est-ce pas? Et quand il y a un problème, par exemple, de firewall derrière, c'est-à-dire côté backend, côté serveur, il y a un firewall qui refuse d'accepter des connexions sur, par exemple, tel port. Donc ça veut dire que parfois, des applications, quand ils veulent communiquer avec d'autres applications, parfois l'erreur vient d'abord de la connexion et non pas de la requête, n'est-ce pas? Il faut faire la différence entre la connexion et la requête. Il faut d'abord que la connexion soit établie. Le téléphone. Quand vous voulez parler à quelqu'un, il faut composer le numéro. Une fois que vous avez la personne, allô, c'est quoi ça? C'est la connexion, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord avoir la connexion et après vous lui posez la question. Et après il va vous donner la réponse. Ok? Alors maintenant, une fois que vous avez la connexion est établie, donc on va envoyer la requête. Alors une requête généralement HTTP, on va voir qu'elle est envoyée, il a un format en utilisant des méthodes que vous connaissez comme get, post. Il y en a d'autres, put, delete, etc. Alors généralement, quand vous envoyez une requête, par exemple, comme get document.html, ça veut dire que le client demande au serveur, donne-moi la ressource document.html. Donc quand j'envoie une requête HTTP, c'est pour demander une ressource. Alors, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, le serveur, il va chercher la ressource. Alors ça peut être soit une ressource statique, ou bien une ressource, comme je disais, dynamique. Alors statique, par exemple, un document HTML, bon, il va chercher la ressource et après, il va lui envoyer ce qu'on appelle la réponse HTTP. Alors dans la réponse HTTP, donc on va voir la même chose que dans la réponse HTTP, il y a des informations comme par exemple ce qu'on appelle le status code, le code status. Alors quand c'est égal à 200, ça veut dire c'est OK. Ça veut dire que la requête, ça veut dire que la réponse contient plutôt la réponse HTTP contient une réponse et le corps de la réponse contient le document. C'est-à-dire qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'envoyer une requête vers le serveur, c'est pour rapatrier, c'est pour récupérer un document. Alors ce document-là, bon, il est maintenant affiché par le navigateur, c'est un document HTML, mais une fois que le document HTML est affiché complètement par le navigateur, il y a la quatrième étape. La quatrième étape, c'est déconnexion. Alors maintenant, si vous savez ce que c'est se connecter, vous pouvez savoir ce que c'est se déconnecter. Ça veut dire quoi se déconnecter? Se déconnecter, une fois que le client, le navigateur, quand il charge le document complètement, il va se déconnecter. Se déconnecter, ça veut dire que la socket créée par le client et celle qui est créée par le serveur vont être libérés. Ça veut dire que le client, s'il veut encore envoyer une autre requête, par exemple, à partir des documents HTML, il va cliquer sur un lien, qu'est-ce qui va se passer? C'est une nouvelle connexion, requête, réponse, déconnexion. Connexion, requête, réponse, déconnexion. Bon, ça c'est le fonctionnement du protocole HTTP. Bon, il vaudrait mieux le comprendre comme ça, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez faire la différence entre, c'est quoi la différence entre HTTP 1.0, 1.1 et 2.0, parce que c'est différent. Et après, c'est quoi la différence avec WebSocket, etc. Donc, déjà, dans la base, mais il faut noter une chose, c'est que dans la HTTP 1.1, parce que celle qui est la plus utilisée, la version 1.1,
Maintenant, supposons que vous avez chargé un document HTML par le client. Ici, dans ce document HTML, il y a des liens vers des images, n'est-ce pas? Et des liens vers, par exemple, des fichiers CSS, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le document est chargé, le navigateur, dès qu'il rencontre qu'il y a un lien vers un document, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore envoyer une requête pour récupérer l'image. Il envoie la requête pour récupérer le fichier CSS. Il envoie la requête pour récupérer JavaScript. Mais est-ce qu'il va fermer la connexion? Non, c'est-à-dire que quand je me connecte, je récupère le document, la page, et après ma page, il dépend de d'autres fichiers. J'utilise la même connexion, c'est la même connexion, j'envoie des requêtes pour récupérer les autres documents, mais une fois que la totalité des documents liés à ce document HTML sont chargés, c'est à ce moment-là que je vais fermer la connexion. Alors, comme je disais, comme si tout à l'heure vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous composez le numéro, vous avez la personne, vous lui posez la question, il vous répond, mais une fois qu'il vous donne la réponse, vous raccrochez. Donc si vous voulez lui poser une autre question, qu'est-ce que vous faites? Vous composez, question, réponse, raccrochez. Alors en principe, le protocole HTTP a été créé de cette manière. Alors il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je nomme les inconvénients, vous les voyez déjà. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je veux envoyer une requête, il faut établir une nouvelle connexion. Nouvelle connexion, ça veut dire qu'il faut que les sockets soient créés, donc ça veut dire ça prend quand même des ressources, c'est-à-dire ça prend un peu de temps. Ça, c'est l'inconvénient. Alors l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'on va économiser les ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le client reçoit le document, parfois, ce qui se passe, c'est que dans le navigateur web, l'utilisateur il va commencer à lire son document, mais tant que l'utilisateur est en train de lire son document, ça ne sert à rien de garder la socket ouverte, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si on ne ferme pas les sockets, surtout côté serveur, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez une surcharge, vous aurez un problème de montée en charge. Imaginez que pratiquement, vous savez, il y a 10 millions de requêtes qui arrivent à faire des recherches sur Google. Quand vous faites votre recherche, il y a une connexion, Google il vous donne la réponse, imaginez que la connexion n'est pas fermée. Ça veut dire que le serveur de Google il va garder des millions de sockets, n'est-ce pas? Imaginez, c'est garder des millions de sockets, et pour vous, quand vous avez la page de recherche, vous cliquez sur un lien, vous allez vers un autre site, n'est-ce pas? Problème. Donc c'est pour cela que, en principe, avec le protocole HTTP, quand le serveur donne une réponse au client, quand le serveur donne la réponse HTTP au client, il considère que c'est la dernière question qu'il va lui poser. N'est-ce pas? Alors c'est pour cela, une fois qu'il lui donne la réponse, si vous voulez, il va raccrocher, c'est-à-dire il va fermer la connexion. Alors pour éviter la surcharge côté serveur. Mais si le client a besoin de poser une autre question, une autre requête, il n'a qu'à à nouveau établir la connexion. Alors après maintenant, comment identifier, parce qu'il s'agit à chaque fois d'une nouvelle connexion, comment faire la différence d'un client vers un autre? Parce que chaque fois, le client établit une nouvelle connexion. Alors pour faire la différence, donc on aura besoin, on va voir d'utiliser ce qu'on appelle les sessions. N'est-ce pas? Avec le terme session, pourquoi ça a été créé? Ça a été créé à cause de ce problème-là. Parce que le protocole HTTP, c'est un protocole qui fonctionne en mode ce qu'on appelle stateless. Alors stateless, ça veut dire quoi? Sans état. C'est-à-dire dès que le serveur vous donne la réponse, pour lui, ça y est, son travail est terminé. Donc il ne va rien garder, si vous voulez, chez lui. OK? Alors, donc, j'insiste beaucoup pour ces rappels comme ça parce que ça va permettre, c'est vrai, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais c'est toujours, ça fait du bien donc de remettre un peu les choses dans l'ordre parce que ça va aider pour la suite, vous allez voir. Alors maintenant, vous voyez déjà, premièrement, un serveur, ce n'est pas une machine, c'est une application. Par abus de langage, la même chose. Au niveau des entreprises, quand on a un serveur une machine dans laquelle on installe les serveurs de l'entreprise,
enfin les serveurs. Si vous avez une machine dans laquelle vous installez le serveur web, le serveur de messagerie, le serveur de tel, vous avez des serveurs, ben, cette machine, on l'appelle un serveur. Ben, généralement, c'est que les gens ils vont dire voilà notre serveur, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en termes de langage, c'est correct. C'est quand vous dites ça, c'est notre serveur en tant que machine. Mais en réalité, hein, pour quelqu'un qui est un informaticien, le serveur, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas parce qu'il est puissant qu'il est serveur. On est bien d'accord? Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de capacité qu'il est un serveur. C'est parce qu'il y a une application qui est installée dans cette machine qui le rend serveur, qui lui donne la capacité de servir d'autres clients. Alors maintenant, c'est quoi la différence? Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire la différence entre 4 choses. La connexion. Vous voyez, donc la connexion, c'est une affaire de socket. La requête. Donc, il faut d'abord se connecter, établir la connexion, et après, vous envoyez la requête. La requête, c'est la question. La session. Alors, généralement, quand un client se connecte la première fois, il établit la connexion la première fois au serveur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va lui créer ce qu'on appelle une session. En fait, la session, c'est quoi? C'est un objet qui va être créé dans la mémoire du serveur et dans lequel le serveur va garder quelques informations sur le client. Donc, c'est pour faire la différence entre un client et un autre. Ben, le serveur utilise un mécanisme qui s'appelle les sessions. Et ça veut dire quoi, s'authentifier? Ben, s'authentifier, c'est tout ça. S'authentifier, c'est quoi? C'est un processus qui consiste à quoi? À établir une connexion, socket, saisir un username, un mot de passe, envoyer la requête vers le serveur va vérifier l'identité du client, est-ce que le mot de passe est bon? Une fois que le mot de passe et username sont bons, il va créer la session. Une fois qu'il crée la session, alors il va donner la réponse au client et dans la réponse, il va lui envoyer ce qu'on appelle son session ID. Mais c'est bien ça l'authentification, n'est-ce pas? Vous voyez, donc s'authentifier, ça regroupe tout ça. C'est bon? Oui? En fait, le firewall, c'est très simple. Le firewall, pour lui, quand vous mettez un firewall côté serveur, même côté client, quand vous mettez le firewall, qu'est-ce qu'il fait? Bon, tout simplement, toutes les requêtes, tous les paquets qui passent généralement sur le firewall, ben, il va scanner, il va regarder le numéro de port de chaque paquet qui passe. Et après, si le numéro de port qui est spécifié c'est-à-dire s'il est bloqué au niveau de la configuration, il refuse. C'est tout. Mais donc c'est vraiment un niveau, en fait, une couche un peu plus bas niveau, si vous voulez, dans laquelle donc c'est pour sécuriser l'accès aux applications. Donc ça, quelque chose que vous connaissez. Mais est-ce qu'il ralentit tout ça? Mais de toute façon, quand vous envoyez votre requête, il passe par plusieurs routeurs. Vous voyez? Pour qu'il puisse arriver au serveur. Et quand il arrive au serveur, avant de rentrer, il passe par l'architecture, le routeur, c'est-à-dire du serveur. Et s'il y a un firewall, donc forcément, on interdit l'accès à des connexions autres que par exemple le port 80, parce que souvent le port 80 c'est un port qui est libre, c'est-à-dire au niveau du firewall. Dans ce cas-là, c'est rejeté. Oui. Comment les serveurs? Alors, comment un serveur peut savoir faire la différence entre plusieurs utilisateurs? Comment? Plusieurs sessions d'un utilisateur ou des utilisateurs? Ça, c'est une bonne question. Tout à l'heure, je vais vous répondre. Parce que ça, c'est l'étape suivante. On va rentrer dans les détails. Après, je vais vous parler c'est quoi les sessions et c'est quoi les cookies. Après, vous allez comprendre ce mécanisme des sessions. D'accord? Je ne vais pas les détailler maintenant parce qu'on y arrive. Alors, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. En plus de cela, il faut juste noter une chose, c'est que tel qu'il est montré là, on dit que le protocole HTTP
c'est un protocole qui fonctionne en half duplex. Half duplex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le client qui demande au serveur. Le client se connecte, il demande au serveur, le serveur lui donne la réponse, la connexion est fermée. Donc avec HTTP, il n'y a aucun moyen pour le serveur d'envoyer des données au client sans que le client les demande. Est-ce que vous voyez? Avec ce protocole HTTP, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas moyen pour le serveur d'envoyer des données, par exemple à un client, sans qu'il envoie une requête HTTP, sans que le client envoie une requête HTTP. Donc si vous voulez créer des applications temps réel, n'est-ce pas? Par exemple, une application de chat. Vous voulez créer une application de chat comme application web, alors il y a problème avec HTTP, n'est-ce pas? Alors, vous allez, une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez ouvert la session, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'il y a un message qui est envoyé par quelqu'un, vous le recevez en temps réel, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de rafraîchir votre page pour voir les messages. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le serveur, dès qu'il reçoit des messages à partir de d'autres clients, il les envoie, il les pousse vers les clients. Mais après, avec HTTP, on ne peut pas faire ça. Vous comprenez par exemple maintenant, si vous voulez créer des applications réactives ou bien des applications temps réel dans lesquelles le client reçoit des données sans qu'il le demande, c'est-à-dire il reçoit par exemple les données en temps réel, par exemple les applications de chat où vous voulez voir par exemple l'évolution d'un moyen de transport, où vous voulez suivre quelqu'un, je ne sais pas, donc des applications de suivi de trajectoire ou je ne sais pas quoi, vous voulez le voir. Alors pour faire ça, il faut utiliser le WebSocket. Alors après, il y a des solutions. En fait, WebSocket, c'est quoi? Alors, si HTTP, c'est un protocole qui fonctionne au half duplex, ben WebSocket, c'est un protocole qui fonctionne au full duplex. Alors, c'est quoi le WebSocket? WebSocket, c'est que le principe, c'est quoi? Vous avez une page index.html au niveau du serveur. Au départ, vous envoyez une requête HTTP vers la page. Et après, le serveur, il va vous donner la page HTML, mais dans laquelle il y a du JavaScript. N'est-ce pas? Mais maintenant, c'est dans le code JavaScript de cette page. Dans ce code JavaScript, je vais encore établir une connexion avec du JavaScript. Je vais utiliser WebSocket pour établir une connexion permanente avec le serveur. C'est-à-dire, j'envoie une requête HTTP, j'ai la page, mais à partir de la page, j'ai du JavaScript, je crée une connexion, une nouvelle connexion vers le serveur, mais cette connexion, elle reste permanente, elle n'est pas fermée. Donc ça veut dire que dès qu'il y a des données qui arrivent au serveur, ben, le serveur, il va me les envoyer sans que à chaque fois je fasse un rafraîchissement, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire, si vous voulez des applications réactives ou bien temps réel, c'est clair, il n'y a pas d'autre solution que de garder des connexions permanentes. Je n'ai une connexion permanente, c'est-à-dire le client a une socket, le serveur a sa socket. Donc dès qu'il y a, ça veut dire que le serveur peut contacter le client et le client peut contacter le serveur. Alors ce n'est pas comme par exemple dans le cas ici où vous avez une communication half duplex. Est-ce que c'est clair? Bien. Bon, ce que je n'ai pas dit également, c'est que dans HTTP, il y a la version 2.0 du protocole HTTP, dans laquelle on a pratiquement changé tout. Dans le protocole HTTP 2.0, la différence par rapport à HTTP 1.1, c'est que dans HTTP 2.0, vous avez une connexion permanente. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand vous utilisez HTTP 2.0, une fois que le client établit une connexion vers le serveur, il peut envoyer la première requête, la deuxième, la troisième, requête, réponse, requête, mais c'est la même connexion qui reste, n'est-ce pas? Vous avez une connexion permanente. Donc, c'est-à-dire vous avez une communication full duplex. C'est-à-dire si vous utilisez HTTP 2.0, vous n'avez plus besoin de passer par WebSocket.
socket. Avec HTTP 2.0, on peut également créer des applications réactives qui communiquent en full duplex. Mais sauf que tous les navigateurs web ne supportent pas encore la version 2.0. C'est pas encore, donc ce qui fait qu'il n'est pas encore très courante au niveau des applications. Mais on attend donc peut-être que tout le monde va utiliser HTTP 2.0 dans le futur. C'est quoi la solution? C'est de basculer vers le web socket. Alors en fait, on aura à parler donc de ce concept-là de WebSocket et bien sûr des protocoles comme STAMP, comme MQTT, comme d'autres protocoles pour voir comment créer ce qu'on appelle des applications temps réel ou bien des applications réactives. Alors, maintenant, donc, en résumé, donc, la communication entre le client et les serveurs, c'est que vous avez le client établit une connexion vers le serveur. On sait que le terme connexion, ça signifie quoi? Ça signifie socket de part et d'autre. Ensuite, le client envoie la requête HTTP. Alors, dans une requête HTTP, il y a la méthode, on utilise une méthode, on spécifie la ressource demandée. Après, il y a des entêtes, il y a le corps de la requête. Alors, le serveur donne la réponse. Dans la réponse HTTP, il y a ce qu'on appelle le code status, le code d'erreur. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a des entêtes dans la réponse HTTP, il y a le corps de la réponse. Une fois que le client c'est-à-dire a chargé complètement les données de la réponse HTTP, ben, il y a une déconnexion. Déconnexion, ça veut dire qu'on ferme les sockets. Donc, et on reprend. Alors maintenant, si vous voulez, pour connaître la structure d'une requête HTTP, en fait, une requête HTTP, donc principalement, contient les éléments suivants. D'abord, voilà la structure, la méthode utilisée. Après, on va voir si get ou bien post ou bien put ou bien delete ou option. Il y a d'autres méthodes. Donc, il y a la méthode, le nom de la méthode, / ressource qui est demandé. Et après, on spécifie la version du protocole. Par exemple, WASH 1.0, 2.0, là 1.1, etc. Donc, par exemple, ici, donc, la première ligne d'une requête HTTP, vous avez post. Par exemple, il s'agit d'une requête avec post. La ressource demandée, c'est /login. Alors, normalement, login, ça représente une ressource côté serveur. Ça peut être un script, ça peut être une servlet, ça peut être un traitement quelconque. Et après, par la suite, vous trouverez HTTP 1.1, par exemple. Alors, cette parenthèse qui est là, donc, n'a pas lieu d'être là. Parce que là, en fait, il faut que je le supprime. C'est pareil ici. Donc, il ne fait pas partie de... Il ne fait pas partie de la syntaxe. Donc, il faut juste... Donc voilà. Donc vous avez la première ligne, donc ça c'est la structure. Ensuite, il y a les entêtes. Donc un tas d'entêtes HTTP, de la requête HTTP qui sont envoyées. Alors souvent les entêtes sont envoyées sous ce format. Le nom de l'entête, la valeur. Par exemple ici, l'entête accept s'appelle accept. Et c'est quoi sa valeur? C'est application JSON. Ça signifie que le client... C'est comme si le client demande au client, j'attends un résultat au format JSON. Ça peut être par exemple text/HTML ou application XML. C'est pour permettre au client de spécifier au serveur quel est le format qu'il souhaite. Alors ensuite, il y a un saut de ligne. Donc une fois qu'on termine les entêtes, il y a une ligne vide, il y a un saut de ligne. Et par la suite, il y a le corps de la requête. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le corps de la requête? Il y a les données utilisateurs. Par exemple, si vous avez envoyé une requête avec post, ça signifie que vous avez saisi par exemple votre username et votre mot de passe. Et après donc la valeur, le champ username, sa valeur, and password égale valeur, toutes ces données-là, ils sont envoyées dans le corps de la requête. Alors pour la réponse HTTP, donc vous trouverez la syntaxe suivante. D'abord, on trouve la version du protocole. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le status code, le code status. Et après, il y a un message
c'est ce qu'on appelle texte, status text, c'est-à-dire c'est un texte qui correspond à ce message, à ce code de status. Ensuite, la même chose, il y a des entêtes de la réponse HTTP. Parmi les exemples, il y a content type par exemple. Content type de point text/html, c'est pour indiquer au client comme quoi le contenu qui est envoyé dans le corps de la réponse, il est en format HTML. Et après, il y a une ligne vide. Et qu'est-ce qu'il y a après la ligne vide? Il y a ce qu'on appelle le corps de la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le corps de la réponse? Il y a tout simplement le code. Donc, ça peut être du HTML, ça peut être des données JSON, ça peut être une image, ça peut être des données binaires, peu importe. Alors, ça, c'est la structure. Alors, quelles sont les méthodes utilisées dans HTTP? Alors, dans la norme RESTful, généralement, on utilise, dans les applications web classiques, dans la majorité des cas, on utilise les méthodes GET et la méthode POST pour créer des applications web classiques. Mais dans les applications qui respectent la norme RESTful, généralement, on va utiliser 4 méthodes. Alors, GET, on va l'utiliser c'est pour consulter des ressources. POST, on va l'utiliser c'est pour soumissionner, pour ajouter une nouvelle ressource. Put, on va l'utiliser pour faire update, la mise à jour. Et delete, on va l'utiliser pour la suppression. Alors ça, c'est des méthodes qui sont utilisées dans les applications dans la majorité des cas. Alors après, il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, par exemple la méthode head. C'est une ancienne méthode qui existait depuis la version 1.0. C'est une méthode qui permet de consulter des métadonnées, des informations sur une ressource. C'est quoi la différence entre get et head? Avec get, je récupère le contenu d'une ressource, alors qu'avec head, je récupère que des informations sur la ressource. Par exemple, la capacité, la date de dernière mise à jour, etc. Donc, c'est-à-dire que vous voulez juste avoir des métadonnées sur la ressource. Et après, il y a une méthode que vous n'utilisez pas explicitement, mais parfois que vous utilisez implicitement, c'est la méthode options. Donc, cette méthode options, donc, il faut la comprendre, surtout quand est-ce que vous allez chercher à comprendre cette méthode, quand vous allez commencer à créer des applications, on va dire single page application, en utilisant Angular par exemple, ou une application mobile ou autre chose. Et quand vous tentez d'envoyer des requêtes Ajax vers le serveur, et parfois vous avez du mal à comprendre pourquoi le serveur refuse votre requête. Et après, vous allez entendre quelque chose qui s'appelle CORS. Ça vous dit quelque chose? Alors, je vais vous expliquer ça parce que ça, c'est un concept important. Alors, en fait, juste, il faut comprendre une chose, c'est que... Alors, regardez ce qui se passe. Imaginez que vous avez un client qui envoie une requête, par exemple get, index HTML, vers un serveur, avec un domaine abc.com. Donc, vous avez un domaine abc.com, vous lui avez demandé index. Le serveur, il vous envoie cette page, index.html. D'accord? Alors, cette page-là, dans cette page index.html, vous avez du JavaScript. Et avec JavaScript, vous voulez envoyer ce qu'on appelle une requête Ajax. Une requête Ajax, c'est-à-dire c'est une requête HTTP avec du JavaScript. Vous envoyez une requête HTTP, mais vous voulez envoyer, à partir de cette page, vous voulez envoyer une requête HTTP vers un autre serveur avec un domaine différent, xyz.com. Vous voyez, c'est un domaine abc.com, et là c'est xyz.com, c'est un domaine différent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que vous avez récupéré une page à partir d'un serveur, d'un domaine X, et à partir de cette page, vous voulez envoyer une requête vers un domaine Y. Alors, pour des raisons de sécurité, le navigateur, si vous demandez au navigateur d'envoyer cette requête, le navigateur ne va pas envoyer la requête, il va d'abord demander l'autorisation. Est-ce que il est autorisé d'envoyer la requête au domaine xyz.com. Ça veut dire qu'il va demander au domaine xyz.com, est-ce qu'une page qui vient du domaine abc.com, est-ce qu'il a le droit d'envoyer des requêtes vers ton domaine? Alors ça, c'est les navigateurs web, ils font ça. Alors le fait que si vous cherchez à envoyer la requête, par exemple, vous voulez envoyer une requête Ajax à partir de index.html vers
le domaine xyz.com, ben, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous avez une erreur. Alors, l'erreur, ça s'appelle cross origin. Cross origin resource sharing. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il vous dit, en fait, le serveur, je n'ai pas le droit d'envoyer une requête pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avant d'envoyer la requête get tasks, par exemple? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il devrait d'abord envoyer une requête vers le domaine xyz.com pour lui demander quelles sont les autorisations dont il dispose. Alors, dans ce cas-là, il envoie une requête avec quelle méthode? Avec la méthode options. Donc, vous voyez donc la méthode options, il permet de faire quoi? Il permet au client HTTP, au navigateur web, d'interroger le serveur pour lui fournir les options de communication à utiliser pour une ressource ciblée ou un ensemble de ressources. C'est-à-dire, il va lui demander quelles sont les méthodes qui sont autorisées. Est-ce que je peux envoyer une requête avec post, put, delete, etc. Quelles sont les entêtes que je peux mettre dans ma requête qui sont autorisées, etc. Alors, toutes ces informations-là, ils peuvent être récupérées via une requête basée sur la méthode option. Est-ce que c'est clair? Alors, ça veut dire que voilà ce qu'on va faire en principe. Vous avez un navigateur qui va envoyer la requête vers index.html au domaine abc.com. Il récupère la page index.html, mais dans la page index.html, je voudrais envoyer une requête HTTP Ajax vers xyz.com. Et si vous envoyez la requête Ajax, qu'est-ce qu'il va faire le navigateur? Il envoie d'abord une requête vers xyz.com avec quelle méthode? Option. Il va lui dire option /tasks. C'est-à-dire, donne-moi quelles sont les choses qui sont autorisées. Parce que c'est comme si le serveur, c'est-à-dire le navigateur demande, donne-moi, est-ce que je suis autorisé? Est-ce que je peux te poser la question? Est-ce que je peux te poser la question, mais comment? Cette question que je vais te poser, qu'est-ce qu'il doit respecter? C'est à peu près ça. Vous voulez appeler quelqu'un par téléphone, mais avant de l'appeler, c'est comme si vous lui envoyez un SMS pour lui dire, est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que vous voyez? C'est exactement la même chose. Pourquoi vous lui envoyez un message? Pour d'abord avoir l'autorisation. Donc vous lui envoyez un message et une requête pour lui demander l'autorisation. Mais une fois qu'il vous donne l'autorisation, c'est à ce moment-là que vous pouvez appeler. Alors quand vous envoyez une requête avec option, voilà ce que vous allez récupérer généralement. Vous récupérez une réponse HTTP, mais dans laquelle vous allez avoir des entêtes. Je nomme pas les entêtes. Bon, il y en a plusieurs, mais parmi celles qui sont souvent utilisées, il y a l'entête Access Control ou Low Origin. Alors si par exemple ici Access Control ou Low Origin égale à étoile, étoile. Étoile, ça veut dire que le serveur il indique comme quoi j'accepte la requête HTTP à partir de n'importe quelle page qui vient de n'importe quel domaine. Ça peut être A.com, B.com, C.com. Étoile, ça veut dire, n'est-ce pas? Quel que soit. Alors, du moment que Access Control Origin égale étoile, le navigateur, il sait que maintenant, c'est parce que la page vient de abc.com, ça veut dire qu'il a le droit d'envoyer la requête. C'est à ce moment-là qu'il envoie la requête. Mais supposons, et là, il vous envoie, le serveur, il vous envoie par exemple Access Control Origin, il va mettre par exemple ici intra.net. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Tout simplement le browser de votre application, il va vous afficher une erreur dans laquelle il vous dit vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette ressource. Il y a une interdiction, c'est-à-dire par CORS. CORS, c'est ce qu'on voyait, donc c'est Cross Origin Resource Sharing. Mais par contre, si le domaine est autorisé, et bien tout simplement, automatiquement, votre navigateur il va envoyer la requête avec get tasks et après il va vous répondre, vous donne la réponse. Est-ce que vous voyez le... Donc ça c'est quelque chose de très important. Peut-être au début vous ne l'utilisez pas, mais quand vous allez commencer à créer des applications
on va dire, single page application, dans lesquelles, par exemple, vous utilisez Angular ou React.js pour accéder aux applications, ben, vous aurez ça. Pourquoi? Parce que votre application front-end, il se trouve dans un domaine. Par exemple, parfois, si vous travaillez avec Angular, vous avez votre front-end, il est en localhost, le port 4200. Parce que votre page index, vous la récupérez à partir de localhost 4200. Mais quand vous envoyez une requête HTTP, vous l'envoyez vers un autre serveur en localhost 8080. Donc, ce n'est pas le même domaine. Donc, c'est-à-dire que si dans votre API, par exemple REST, vous n'avez pas autorisé le course, ben, tout simplement, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est clair? Alors, en fait, il n'y a pas que Access Control Allow Origin, il y a également Access Control Allow Headers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il va vous spécifier quelles sont les entêtes qui sont autorisées à envoyer dans votre requête HTTP. Par exemple, si je vous mets ici, par exemple, plutôt allow headers, par exemple, authorize, ça signifie que dans votre requête HTTP, vous pouvez envoyer une entête qui s'appelle authorization ou bien authorize ou des choses comme ça. Souvent, on l'utilise quand on envoie un token. Parce que quand vous êtes authentifié, à chaque fois que vous envoyez une requête HTTP, il faut envoyer le token, n'est-ce pas? Mais ce token-là, il faut l'envoyer dans l'entête. Mais il faudrait que cette entête que vous utilisez soit autorisée par le serveur. Donc ici, vous voyez donc avec cette méthode option, on récupère donc ces autorisations. Mais il y a également Access Control Expose Headers. Alors en fait, dans la réponse HTTP, quand le serveur vous envoie une réponse HTTP, il envoie des headers, des entêtes. Et après, dans les entêtes qu'il envoie, il peut spécifier quelles sont les entêtes qui sont autorisées plutôt qui sont exposées via JavaScript. C'est-à-dire avec votre JavaScript, même si vous recevez une réponse HTTP, vous ne pouvez pas lire toutes les entêtes HTTP dans la réponse. Seules les entêtes, les headers HTTP qui sont autorisés ici, avec Access Control Expose Headers qui sont autorisés, seules ces entêtes-là que vous pouvez lire. Alors vous voyez donc ça c'est un mécanisme qui passe presque inaperçu dans le développement, mais ça c'est quelque chose qui va revenir par la suite. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Alors vous voyez ici donc un exemple de requête HTTP avec POST. Donc ça c'est le nom de la méthode, ça c'est la ressource, la version HTTP, ça c'est les headers, par exemple host, c'est le nom de domaine utilisé pour accéder à la ressource, accept, ça c'est par exemple j'attends un résultat au format JSON, content type, ici vous avez application x3w form URL encoded, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'indiquer que les données que je vais envoyer dans le corps de la requête, ils sont écrits au format x3w form URL encoded. Le format. Le format, ça signifie les données sont envoyées au format champ égale valeur, and champ égale valeur, and champ égale valeur. Alors quand vous envoyez des données en format clé égale valeur, and clé égale valeur, ben, ce format-là, il a un nom. C'est quoi son nom? C'est x3w form URL encoded. Alors, vous voyez ici également une requête HTTP dans laquelle, vous voyez donc les données ici, les données d'utilisateurs sont envoyées en quel format? Ici, c'est x3w form URL encoded, mais là, c'est la même requête. C'est quoi la différence? C'est que cette fois-ci, content type, c'est application JSON, c'est-à-dire que les données sont envoyées au format JSON. C'est-à-dire que quand vous envoyez des données dans le corps de la requête, il faut également spécifier dans l'entête content type, il faut indiquer quel format. Et comme ça, le serveur, il peut savoir, c'est-à-dire l'application côté serveur peut savoir le format des données. Alors, quand vous utilisez une requête avec GET, la différence, c'est que dans la requête GET, les données ne sont pas envoyées dans le corps de la requête. Si vous voulez envoyer des données avec une requête GET, ben ça s'écrit comme ça, get / la ressource, par exemple login, point d'interrogation,
Et après le point d'interrogation, vous trouverez champ égale valeur, int champ égale valeur, etc. jusqu'à la fin. Alors c'est un peu, c'est-à-dire que avec get, les données utilisateurs sont envoyées dans la première ligne de la requête HTTP. Alors qu'avec post, les données sont envoyées dans le corps de la requête. C'est ça la différence. Parce que parfois, on vous pose la question, c'est quoi la différence entre get et post? Vous répondez, à get, les données sont envoyées dans l'URL. Mais c'est quoi Vous voyez, une requête HTTP, que ça soit get ou post, c'est une chaîne de caractères. Ben, la différence, c'est que avec get, avec post, les données utilisateurs sont envoyées dans le corps de la requête, après une ligne vide. Et avec get, les données utilisateurs sont envoyées juste après le point d'interrogation de la première ligne. Sauf qu'avec, par conséquent, les données envoyées avec get sont visibles au niveau de l'URL du navigateur. Bon, c'est une conséquence, c'est pas plutôt une explication. Et après, donc avec get, on ne peut pas envoyer, c'est limité, 1000 caractères. On ne peut pas dépasser plus de 1000 caractères, alors qu'avec post, je peux envoyer autant de caractères. Donc il y a quand même une limite. Mais il faut noter également qu'au niveau de l'URL, je ne peux pas envoyer n'importe quel caractère. Il y a un ensemble de caractères qui sont autorisés. Donc ce qui fait, si vous voulez envoyer des données qui utilisent des caractères qui ne sont pas autorisés, il faudrait les encoder. Alors parmi les techniques d'encodage des URL, il y a ce qu'on appelle base 64 URL. En fait, base 64 URL, c'est un type d'encodage qui permet de transformer une chaîne de caractères en une autre chaîne qui est acceptable au niveau des URL. Parce qu'autrement, donc, au niveau des URL, on n'accepte pas tous les caractères. Donc voilà un exemple de réponse HTTP. Donc ici, HTTP 1.1, ça c'est status code, ça c'est le message. Et après, il y a les entêtes, les headers, la date du serveur, le type de serveur qui a envoyé la réponse, la date de dernière modification, content type, le type de contenu. Ici, donc, il vous indique que le type de contenu là, c'est du HTML. Content length, la capacité. Et après, il y a les cookies. Alors, cette histoire de cookies, donc je vais y revenir tout à l'heure. Donc, si vous voulez envoyer un cookie, donc vous l'envoyez sous forme d'un entête qui s'appelle set cookie. Alors, ça, c'est également une réponse HTTP. La différence, c'est que dans cette réponse HTTP, c'est quoi la différence ici? Ça, c'est le content type, c'est text/HTML. Alors que ça, c'est du application JSON. Alors pour les status codes, c'est quand même, bon, vous savez, les codes status, vous connaissez le 200 sûrement, n'est-ce pas? Parce que 200, ça veut dire c'est OK, tout va bien. Mais après, parfois, si ça ne marche pas, et là, vous découvrez que finalement, il n'y a pas qu'un seul code, il y a 404, il y a les 500, etc. Mais juste pour les rappeler. Hein. Alors, donc, les status codes, ceux qui commencent par 100, c'est-à-dire 100, 101, ils sont utilisés pour information. Par exemple, 100, ça signifie continue. Alors, généralement, il est utilisé dans le cas où la requête possède un corps. Et vous savez que quand il y a un corps de la requête, parfois, dans le corps, il contient des données, une grande quantité de données. Il contient une grande quantité de données, et le navigateur, il envoie les données partie par partie. Et à chaque fois qu'il envoie une partie, et le serveur lui envoie la réponse avec quel code? 100, ça veut dire continue, envoie-moi la suite. Hein, continue. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait généralement quand vous avez c'est-à-dire une requête avec un corps qui est trop lourd. Alors que 101, ça c'est important, ça signifie switch protocol. Alors ça veut dire que vous avez envoyé une requête HTTP vers le serveur vous envoie une réponse HTTP mais avec le status code 101 pour vous demander de changer de protocole. Par exemple, de passer du protocole HTTP 1.0 vers HTTP 1.1 ou bien de 1.1 vers 2.0. C'est-à-dire le serveur, il vous dit il faut m'envoyer la requête avec un autre protocole. Par exemple, WebSocket. Tout à l'heure, j'ai parlé quand vous utilisez WebSocket, ça vous l'utilisez. Pourquoi? Parce que la première requête que vous envoyez au serveur, c'est quoi? C'est une requête HTTP.
Et la requête HTTP et la réponse, qu'est-ce qu'il vous envoie? Ben, il vous renvoie la réponse avec quel code? 101, et avec 101 pour vous demander de switcher vers WebSocket. Et automatiquement, le navigateur, il va switcher vers le WebSocket pour avoir une connexion permanente. Alors, les success, c'est-à-dire le succès, tout ce qui est de 100, c'est OK. Ça veut dire que le document a été trouvé, le contenu est envoyé dans le corps de la réponse. 201, ça veut dire qu'il est utilisé quand on envoie une requête avec put. Quand on envoie une requête avec put, au lieu d'envoyer 200 comme OK, on envoie 201. 201, ça veut dire created, c'est-à-dire que parce que généralement, quand on envoie avec put, c'est pour créer. Parce qu'il faut juste rappeler que put, il a été créé dans la base, dans HTTP, c'est pour permettre au client d'envoyer un fichier du client vers le serveur. Et c'est quand vous envoyez un fichier du client vers le serveur, ben le serveur il vous envoie le code 201, ça veut dire que le document a été créé. Alors 202, ça veut dire accepted, ça veut dire que la requête elle est acceptée, mais le traitement n'est pas encore terminé. Alors ça, on le voit quand on a des traitements asynchrones, c'est-à-dire vous envoyez une requête qui déclenche un traitement côté serveur, et il ne va pas attendre jusqu'à ce que le traitement se termine pour vous envoyer la réponse. Il vous envoie une réponse pour vous dire ça y est, c'est OK. Mais sachez que le traitement n'est pas encore terminé. Alors 204, ça veut dire no response, c'est-à-dire que le serveur, il vous envoie une réponse qui est OK, mais dans le corps est vide. Le corps de la réponse HTTP ne contient aucune information. 206, ça veut dire partial content, c'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de 101 tout à l'heure. Avec 206, c'est-à-dire que le serveur, cette fois-ci, il a une grande quantité de données à vous envoyer. À chaque fois qu'il vous envoie une partie, il vous envoie 206, ça veut dire qu'il y a la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il vous envoie partie par partie. Donc ça, c'est... Vous voyez, souvent, vous utilisez 200, n'est-ce pas? Mais en réalité, tout ça, 200, 202, 204, 206, ça veut dire c'est OK. C'est-à-dire c'est succès. Mais chaque code a une signification. Alors, pour faire les redirections, c'est les 300. 301, c'est une redirection. Parfois, il se trouve que vous envoyez une requête vers un serveur et après, il vous redirige vers un autre serveur. Avec une autre, c'est ce qu'on appelle des redirections. Alors, pour faire une redirection, donc on peut utiliser 301. Ça veut dire que le document a changé de façon permanente. Et dans ce cas-là, il vous envoie la nouvelle adresse. Et le navigateur envoie automatiquement la requête vers la nouvelle adresse. Vous êtes trop dirigé, n'est-ce pas? Alors, 302, ça signifie que le document a changé d'adresse temporairement. C'est la même chose, c'est toujours des redirections. 304, not modified, ça veut dire que parfois, ça veut dire que le document se trouve dans le cache. Ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup voir quand vous regardez les réponses HTTP. Moi, j'ai envoyé une requête HTTP, j'ai récupéré un document qui s'appelle, par exemple, index.html. Alors, ce document index.html, il est placé dans le cache. Supposons que c'est une image. Je demandais une image, cette image se trouve dans le cache. Et à un moment donné, j'envoie encore une autre requête vers la même ressource. Et quand j'envoie la requête vers la même ressource, ben, tout simplement, le serveur, il m'envoie une réponse pour me dire 304. 304, ça veut dire quoi? Ben, il vous dit, en fait, vous l'avez déjà dans votre cache. Vous n'avez rien compris, non? Vous avez compris? Regardez, je vous ai envoyé une requête, n'est-ce pas? Je vous ai demandé, donnez-moi un stylo. Vous êtes le serveur, moi je suis le client. Vous m'avez donné le stylo. Et votre stylo, je l'ai utilisé, à un moment donné, je l'ai mis dans ma poche. N'est-ce pas? C'est le cache. À un moment donné, je vous envoie encore la même requête. Donnez-moi le stylo. N'est-ce pas? Mais après, vous allez m'envoyer dans la réponse, vous me dites, en fait, dans la réponse, c'est que le stylo que tu me demandes, il est dans ton cache. Alors, c'est bien ça. C'est 304. Alors, ça veut dire quoi 304? C'est une manière de dire au navigateur que la ressource que tu me demandes, tu peux prendre la version qui se trouve dans le cache. Alors, la question maintenant qu'il faut, comment le serveur va savoir est-ce que la ressource qui se trouve dans le cache n'a pas suivi une mise à jour? N'est-ce pas? Parce que j'ai une ressource dans le cache
Mais quand je demande la même ressource, il se peut que la ressource qui se trouve au niveau serveur a été modifiée. Mais comment il peut le savoir? Comment le serveur peut savoir si la ressource qui se trouve dans le cache n'a pas subi une mise à jour? Comment? Il envoie quoi? La date de modification. Oui, c'est à peu près ça. Alors regardez, en réalité, c'est que moi j'ai un document dans mon cache qui a une date de dernière modification. D'accord? Et après, quand je veux en tant que navigateur, j'envoie une requête vers la même ressource côté serveur, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai le document dans le cache. Mais je dois, pour savoir est-ce que le document qui se trouve côté serveur n'a pas subi de mise à jour, qu'est-ce que je fais? J'envoie la requête vers le serveur, mais je lui envoie l'entête. Il y a un header que je vais vous montrer ici, il est là. Vous avez, dans les requêtes HTTP, il y a une entête qui s'appelle if modified since. C'est-à-dire, je vous demande, donne-moi cette ressource, mais s'il a été modifié à partir de quoi? À partir de la date de dernière mise à jour de ce document. Alors, c'est-à-dire s'il n'a pas changé, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous fait le serveur? Il vous envoie 304. 304, ça veut dire que c'est une redirection. Mais c'est une redirection vers quoi? Vers le cache, tout simplement. Après, les erreurs, il y a 400. 400, ça veut dire bad request. Ça veut dire que la requête est mauvaise, la structure de la requête n'a pas été acceptée. 403, ça veut dire forbidden, ça veut dire que l'accès au document est interdit. 404, ça veut dire le document n'a pas été trouvé. 405, ça veut dire la méthode de la requête n'est pas autorisée. C'est-à-dire, parce que quand vous envoyez une requête avec put par exemple, alors que la méthode put n'est pas autorisée, vous aurez quelque chose comme ça. Et 401, c'est vous n'êtes pas autorisé. Parce qu'en fait, il y a forbidden, il y a unauthorized. Il y a une différence, n'est-ce pas? Alors, forbidden, ça veut dire quoi? C'est interdit d'accéder à la ressource. Unauthorized, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé parce que le rôle que vous avez ne vous donne pas le droit. Mais peut-être si vous utilisez une session avec un autre rôle, c'est peu que vous avez le droit. Donc c'est une manière de faire la différence. Et après, donc il y a les 500. Alors dans les 500, vous avez 500, ça veut dire que c'est une erreur interne. Souvent quand le traitement se fait côté serveur, et côté serveur, il y a une exception qui est générée. Et quand une exception est générée au niveau du traitement, il envoie une réponse avec 500. 501, ça veut dire que la méthode n'est pas implémentée. On va voir tout à l'heure avec les servlettes. Parfois, vous envoyez une requête avec post, alors que dans la servlette, il n'y a pas de méthode de post. C'est-à-dire qu'il vous dit que cette méthode-là, je ne peux pas répondre. 502, ça veut dire bad gateway, c'est-à-dire que vous avez utilisé une passerelle qui a modifié en quelque sorte la structure de la requête HTTP et après, il ne l'a pas acceptée. Alors, pour les entêtes, il y a des headers qu'il faut connaître. Principalement, il y a des headers qu'on va trouver aussi bien dans les requêtes HTTP que dans les réponses. C'est ce qu'on appelle les entêtes génériques. HTTP générique comme content length, c'est la capacité c'est-à-dire soit de la requête ou bien de la réponse. Content type, c'est le type de contenu, que ce soit requête ou bien réponse. Connection. Alors ça c'est important parce que nous avons dit tout à l'heure que à chaque fois que le client envoie une requête, dès qu'il reçoit la réponse, elle est déconnectée. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que comme je disais, quand je reçois une page HTML qui contient d'autres documents, donc j'envoie des requêtes pour récupérer la suite de documents, donc il ne faut pas fermer la connexion. Mais comment indiquer au serveur de ne pas fermer la connexion? C'est comme si parfois vous appelez quelqu'un par téléphone, vous lui posez la question, il vous répond. Mais quand il vous répond, vous lui dites ne raccrochez pas. N'est-ce pas? Ne raccrochez pas parce que je vais vous poser encore une autre question. C'est pour garder, pour rester en ligne. Alors comment, avec le protocole HTTP, on fait ça? On le fait tout simplement, on envoie dans chaque requête, on envoie connection. Alors connection l'entête, il peut avoir comme valeur soit
keep alive ou bien close. Alors si la valeur keep alive, c'est une manière de dire au serveur, ce n'est pas la peine de fermer la connexion. Mais si vous êtes sûr que tous les documents de la page sont déjà chargés, vous envoyez la requête et dans ce cas-là, vous lui dites close. C'est à ce moment-là que le serveur va fermer la connexion. Alors ça, c'est une grande différence par rapport à la version 1.0, parce que dans la version 1.0 du protocole, il n'y avait pas ce mécanisme. Alors, il n'y a pas uniquement ça, mais il y a d'autres choses. Mais en tout cas, ça, c'est dans la version 1.1, le HTTP. Alors, quelques en-têtes également qu'il faut connaître, comme accept, c'est le type de contenu que j'attends du serveur. Accept encoding, c'est les méthodes de compression supportées par le client. Accept language, c'est le code de la langue utilisé par le navigateur. Cookie, c'est une donnée de cookie qui va être mémorisée par le client. Alors généralement, quand vous envoyez, plutôt qui est mémorisé par le client, quand vous voulez envoyer un cookie, on utilise l'entête cookie. Host, c'est le nom du domaine ou bien le host virtuel, c'est-à-dire à partir duquel la page, à partir duquel donc on envoie la requête. If modified since, donc je l'ai dit tout à l'heure, ne retourne le document que si il a été modifié depuis la date indiquée. Ou encore, il y a une autre, if none match, ne retourne le document que s'il a changé. C'est-à-dire si le document a changé, il l'envoie, sinon, et s'il n'a pas changé, il l'envoie que si le document a été mis à jour. Et après, il y a une entête également qui est intéressante, referrer, c'est dans laquelle on met, on met toujours le nom de l'URL de la page à partir de laquelle j'ai envoyé la requête. Vous avez récupéré une page à partir d'un domaine X, j'envoie une requête vers une autre page de domaine Y. Dans la requête, j'envoie referrer pour spécifier comme quoi cette requête, je te l'ai envoyée à partir de quelle page, à partir de quelle adresse. User agent, donc c'est pour spécifier la version du navigateur. Est-ce que c'est Internet Explorer, est-ce que Netscape ou Chrome? Alors, enfin, pour les réponses HTTP, vous avez des en-têtes également. Alors, quelles sont les requêtes? Donc, vous avez les méthodes autorisées avec allowed. Allowed, donc c'est pour spécifier quelles sont les méthodes qui sont autorisées. Content encoding, c'est la méthode de compression utilisée au niveau des données de la réponse. Content language, c'est la langue dans laquelle le document retourné est écrit. Alors souvent, je vous envoie le contenu, mais je vous dis si c'est du français ou c'est de l'anglais. Bon, ça peut être toujours utile. La date du serveur, c'est-à-dire la date de la réponse. Expire, c'est date à laquelle le document va expirer. Parce que quand un document est placé dans le cache, on peut spécifier la date d'expiration. Last modified, c'est la date de dernière modification. Location, c'est l'adresse du document lors de la redirection. Alors quand vous faites la redirection, d'ailleurs vous le faites avec PHP, qu'est-ce que vous faites? Pour faire la redirection avec PHP, vous utilisez header, entre parenthèses, location, deux points, n'est-ce pas? Quand vous faites header, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous envoyez une réponse HTTP avec quel code? Status 301. Mais en même temps, vous envoyez une en-tête qui s'appelle location et dans laquelle vous mettez l'adresse de la nouvelle adresse. Alors le browser, dès qu'il reçoit une réponse comme ça, automatiquement il envoie la requête vers la nouvelle adresse. Et tag, c'est le numéro de la version des documents. Pragma, des données annexes pour le navigateur. Par exemple, quand vous avez pragma égale no cache, c'est une manière de dire au navigateur, ce n'est pas la peine d'enregistrer le document dans le cache. Tu n'as pas le droit d'enregistrer dans le cache. Le nom du serveur. Et cette cookie, donc c'est côté serveur si vous voulez envoyer un cookie vers le client. Et vous voyez donc, il y a pas mal de choses au niveau du protocole HTTP. Alors il vaudrait mieux donc à un moment donné, quand vous aurez pris un café, parce que je sais qu'il y en a ceux qui se réveillent que la nuit, il y en a d'autres qui leur cerveau se réveille que le dimanche, n'est-ce pas? Alors en tout cas, ça c'est on va dire c'est une petite
des petits rappels en quelque sorte sur le protocole HTTP que parfois vous négligez, mais je vous recommande de prendre en quelque sorte par la suite de réécouter donc ce passage, et comme ça vous aurez une idée assez claire au niveau du fonctionnement du protocole HTTP. Alors si on sait maintenant ce que c'est le protocole HTTP, alors c'est quoi une servlette? Comment ça marche les applications web J2E? Alors dans une application web J2E, pour développer une application web J2E, quelle heure il est? 16 heures. C'est la pause. Alors comme ça, on va switcher le protocole. On va commencer après la pause.